Collectivité territoriale de Guyane, élection 2021. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième débat radio spécial élection territoriale 2021. La campagne officielle pour ce scrutin a démarré lundi et pour l'instant, il n'est pas question de report en raison de la crise sanitaire. Ce soir, avec nos invités, nous allons aborder plusieurs thématiques, l'emploi, la formation professionnelle et l'éducation, notamment sur le plan des constructions scolaires. CTG 2021. Autour de la table, Karine Cresson-Ibris, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes tête de section sur la Grande Couronne pour la liste Guyane, menée par Jean-Paul Ferreira. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Jessie Américain. Bonsoir, Monsieur Clark. Vous êtes le chef de file de la liste Changidaire. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Claude Plinette. Bonsoir, Monsieur Clark, et aux auditeurs aussi de Guyane la Première. Vous êtes à la tête de la section de la Petite Couronne pour la liste unie et engagée pour notre territoire, conduite par Rodolphe Alexandre. Merci également, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Et Philippe Bouba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Clark. Bonsoir. Vous menez la section de la Petite Couronne pour la liste de Gabriel Serville, Guyane, contrée pour avancer. Merci également d'avoir accepté notre invitation, monsieur, ce soir. Merci. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un débat et que vous avez le droit de vous interpeller, dans le respect des règles de bienséance, bien évidemment. Et en fin d'émission, vous aurez 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. Alors, pour commencer ce débat, la fin de l'état d'urgence sanitaire s'est finie en France depuis hier, sauf en Guyane, où il a été prolongé à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 30 septembre prochain. L'information est parue au journal officiel. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous? Qui veut prendre la parole pour débuter? Peut-être madame? C'est une... Madame Canet-Brice, vous pouvez vous rapprocher, voilà, merci. Pardon, je vais essayer de parler plus fort aussi. S'il vous plaît, merci. Donc, ça peut être vu sous différents aspects, mais bon, directement, je dirais que pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour les Guyanais, puisqu'en fait, ça prolonge le droit de restreindre les libertés et pas uniquement de circuler. Ça peine certainement les chefs d'entreprise qui ne voient pas le bout de la lorgnette. Et puis, puisque nous sommes là pour un débat politique, ça fait craindre encore cette ombre qui plane sur un report par report, qui, l'on sait, est source d'une forme d'injustice en termes de campagne électorale. On va y revenir sur la question du report ou pas. Philippe Bouba, par exemple... sur cette information, donc prolongation de l'état d'urgence ici en Guyane? Ça indique une fois de plus qu'il y a échec total de l'Hexagone de s'occuper correctement de la Guyane, de protéger sa population, puisqu'on est à plus d'1 an de la Covid-19 et une fois de plus, on est obligé d'avoir leurs solutions pour essayer d'apaiser la situation. Donc, consterné que les bonnes décisions n'aient pas été prises. Claude Plinette. Oui, une très mauvaise nouvelle, puisque une privation de liberté, c'est toujours une mauvaise nouvelle dans une démocratie. Et puis en même temps, il faut aussi qu'on ait une prise de conscience pour se dire que le virus est encore présent, que la crise n'est encore pas terminée. Donc collectivement et individuellement, nous avons aussi à prendre un certain nombre de précautions. Jessie Américain. Beaucoup d'incompréhension, puisque depuis le début de la crise en 2020, je pense que c'est la seule chose qu'on retient. Le gouvernement qui dit quelque chose et puis derrière revient en arrière. Même au niveau national, il y a une version qui sera donnée par la préfecture et puis une version qui sera donnée par la CTG. Pour illustrer cela, on voit qu'il y a un comité interministériel qui pilote, il y a un comité scientifique territorial qui commente et parfois propose des choses. Donc on ne comprend pas trop, que ce soit la population, que ce soit les entrepreneurs. Et donc, c'est une difficulté pour la population puisqu'on ne voit pas du tout le bout du tunnel. Alors, rappelle que l'état d'urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle, décrétée pour la première fois en Conseil des ministres avec une durée maximale d'1 mois. Sa prorogation doit être autorisée par une loi et dans le cas présent, c'est celle du 31 mai 2021. Alors, visiblement, les mesures progressives de déconfinement ne sont pas pour maintenant. L'impact sur le secteur économique local pourrait être désastreux selon vous. Vous en parliez à l'instant, Karine Cresson-Ibris. Oui. Et quelle est la question? Parce que là, vous avez énoncé une effectivement, vérité. C'est admis par tous. Est-ce que vous avez la conviction que ça pourrait être désastreux pour le tissu économique local? Mais je n'ai même pas une conviction, c'est un fait avéré. Les chiffres sont là.
la DTECC qui compile effectivement les données, l'INSEE qui compile les données, les banques, enfin, c'est même plus à débattre, c'est un fait. Voilà, c'est réglé. Les entreprises souffrent, ce n'est pas prêt de s'arranger. Oui, vous savez, vous l'avez bien dit que ça doit avoir un caractère exceptionnel, sauf que les mesures aussi doivent être proportionnées par rapport au risque. Sauf qu'on a l'impression que c'est une espèce, en vie, en tout cas aujourd'hui dans les faits, une espèce de confinement déguisé, puisque nous n'avons plus le droit de sortir le dimanche, l'activité économique est en berne depuis un certain nombre de mois. Et je serais même tenté de dire depuis l'année dernière, les choses n'ont encore pas reprise. L'activité scolaire est aussi en dents de scie, donc c'est vraiment une année très compliquée. Et j'espère que dans les semaines à venir, les choses vont vraiment s'améliorer, puisque moi je suis d'un optimisme à toute épreuve, mais n'empêche que l'épreuve aujourd'hui devient compliquée parce qu'on se bat contre un adversaire qui aujourd'hui est invisible et en même temps, il faut quelque part qu'on s'en sorte pour retrouver aussi une vie normale. Après, il y a quelque chose qu'il faut relever. Il y a quelque chose qu'il faut relever quand même. C'est que effectivement, c'est une crise qui a touché le monde entier. Ça a été une difficulté, une surprise pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne à s'adapter. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on apprenne à vivre en fait avec le coronavirus. C'est-à-dire que vous aujourd'hui, la posture, j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'attente. On attend ce que va dire Paris pour savoir ce qu'on va faire au niveau local. Et pendant ce temps-là, toutes nos entreprises sont en train de mourir, et notamment les petites, puisque ce sont principalement les petites entreprises qui sont en difficulté. Toutes les entreprises sont touchées, mais les petites, aujourd'hui, n'ont pas du tout bénéficié des subventions qui ont été mises en place, parce que la petite entreprise n'a pas la possibilité, en fait, de rapidement monter des dossiers pour pouvoir interpeller une collectivité locale. On a vu que l'année dernière, il y a un fonds d'urgence qui a été mis en place à hauteur de 8 millions d'euros. Ce n'était pas du tout suffisant. En plus, ça n'a pas bénéficié aux petites structures. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente. On attend ce que nous dit Paris. Et c'est une posture que nous avons depuis plusieurs décennies en Guyane. Nous, ce qu'on dit, c'est que nous avons la possibilité de penser, de construire et de faire par nous-mêmes, évidemment en partenariat avec l'État. À un moment donné, on ne peut pas être continuellement dans l'attentisme. Philippe Boba, comment redonner de l'espoir aux chefs d'entreprise par rapport à cette mesure qui a été prise? Ce qui est important de savoir et de comprendre surtout, c'est que cette Covid-19 a accentué toutes les difficultés de notre territoire. La question de l'éducation, du logement, de la santé. Donc finalement, cette pandémie, elle a vraiment révélé toutes nos difficultés, elle les a accentuées. Et on s'est rendu compte que les bonnes décisions n'étaient pas prises. Et là, je parle des différentes gouvernances, qu'elles soient locales ou nationales. On a couru derrière ce coronavirus comme s'il y avait une certaine panique, alors que gouverner, c'est prévoir. On aurait pu ne pas prévoir, bien entendu, une maladie aussi importante sur le plan planétaire. Mais en revanche, on aurait dû prévoir de s'occuper correctement de la santé des Guyanaises et des Guyanais. Ça n'a pas été le cas. Comment ? Selon vous, ça n'a pas été le cas Ça n'a pas été le cas. Il a fallu d'ailleurs que plusieurs organisations, des syndicats, des associations et des partis politiques se retrouvent dès le mois d'avril-mai. J'étais un des co-porte-parole du Mayuri Santé Guyane pour justement échanger avec les différents pouvoirs, les différentes gouvernances, pour échanger, proposer, revendiquer, parce qu'il y avait une crise terrible, terrifiante sur notre territoire. Et malheureusement, on voit que encore à ce jour, les bonnes décisions ne sont pas prises. On ne prend pas, les moyens financiers ne sont pas là, les moyens également humains. Donc pour moi, il faut tout reprendre. Et pour la liste Guyane Contrée pour avancer, c'est aussi le moment de pouvoir changer de paradigme et de se dire que le 20 juin, il faut modifier. Il faut modifier la pensée politique. Et l'humain doit être au centre de nos préoccupations. Et si on avait pris l'humain, on n'en serait pas là, à penser peut-être intérêt particulier au lieu d'intérêt général. Une petite chose quand même, c'est que nous on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur des plateaux de télévision et sur des plateaux radio. Pour nous, le Covid, c'est ce qu'on appelle chez nous un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés qui existent en Guyane depuis plusieurs décennies. Le problème sanitaire en Guyane, ça ne date pas de 2020. La difficulté dans nos centres hospitaliers, ça ne date pas de 2020. La situation difficile dans les établissements scolaires qui manquent énormément de moyens,
Encore une fois, je pense qu'on va en parler après. Ça ne date pas de 2020. Donc le Covid, c'est juste un ajusteur de goût par rapport à des difficultés qui sont structurelles à la Guyane. La faiblesse du marché du travail local, c'est quelque chose qui existe en Guyane depuis plusieurs décennies. Donc avec le Covid, effectivement, ça a accentué des situations que nous connaissons depuis très très longtemps. Donc il n'y a pas de difficulté en termes de posture à avoir. À un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. On va en parler, je pense, sur la partie emploi. Et il faut avoir une véritable vision pour ce territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Claude Plenel, gouverner, c'est prévoir, c'est ce que disait à l'instant Philippe Bouba. Ça n'a pas été le cas au sein de la CTG? Gouverner, c'est pouvoir. Sauf que concernant la crise sanitaire, ce n'est pas une compétence essentiellement de la CTG. Mais quand la CTG a dû prendre ses responsabilités, nous l'avons fait. Quand nous avons décidé à un certain moment... Le développement économique, c'est une compétence de la CTG. Je parle de la crise sanitaire. Quand nous avons oui, mais pris nos entreprises sont en difficulté. Je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur l'Américain. Monsieur Américain. Je ne vous ai pas coupé la parole, je vous ai écouté religieusement, avec l'éducation que j'ai reçue. Non, mais on a le droit de s'interpeller, c'est un débat. Oui, mais me couper la parole, c'est autre chose. Non, je pose des questions. Alors, je reprends. Concernant nos responsabilités, nous avons su les prendre. Quand il a fallu fermer les collèges contre l'avis même de l'État, nous l'avons fait. Lors de la première crise sanitaire au mois de juin. Donc, quand nous avons décidé, là encore, de fermer les écoles contre l'avis aussi du préfet et de l'État, nous avons su le faire. Donc, il ne faut pas dire que nous ne savons pas prendre nos responsabilités quand il le faut, mais sauf que c'est une co-gestion, cette crise. Nous n'avons pas la compétence pleine et entière concernant la santé, l'ARS, le préfet, et il ne faut pas oublier, les citoyens aussi sont des acteurs de cette crise sanitaire aussi, ont aussi un rôle à jouer. Donc nous devons jouer, en tout cas à ce niveau-là, collectif. Mais si nous commençons effectivement à nous diviser sur un sujet aussi important, je pense qu'on a perdu le combat dès le départ. Donc aujourd'hui, il faut se serrer les coudes justement pour affronter quelque part l'ennemi, puisque le président de la République a dit que nous étions en guerre. Eh bien, il faut le démontrer aujourd'hui que la Guyane, dans son ensemble, fait ce qu'il faut à tous les niveaux pour pouvoir lutter contre cette pandémie et qu'on s'en sorte le plus rapidement possible et pour tous les acteurs de ce territoire, tant pour le monde économique, tant pour les scolaires qui aujourd'hui sont en grande souffrance, tant pour nos grands-parents, nos gangans qui aujourd'hui sont cloîtrés carrément chez elles et qui ont peur de sortir. Je pense qu'à un certain moment, il est urgent de retrouver une vie normale, mais pour tout le monde. Et cette crise, de toute façon, on le sait très bien, on le dit souvent, c'est quand la marée descend que l'on voit si les baigneurs sont nus ou pas. C'est une expression qu'on utilise souvent en économie. Une fois la crise passée, une fois l'aide de l'État sera apurée, c'est là où on va devoir aussi nous serrer les coudes et aider aussi les entreprises de ce territoire à s'en sortir et tous les secteurs. Karine Cresson, vous avez le sentiment qu'effectivement tout a été mis en œuvre pour permettre aux Guyanais d'affronter cette crise sanitaire? Non. Avant d'aller plus loin pour répondre à votre question, je vais rebondir d'abord sur l'intervention de M. Plenel. Se serrer les coudes, oui. Se faire confiance, oui. Mais la confiance, ça se mérite, ça se gagne. Et vu le nombre de secteurs dans lesquels la CTG, enfin la mandature actuelle s'est disqualifiée, il ne faut pas s'étonner d'assister à une certaine défiance de la population, en tout cas dans certains secteurs. Quand on ne sait plus si on peut avoir confiance en ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, on se gère soi-même, on reprend son pouvoir. Donc vous allez devoir, si c'est encore vous, j'espère pas, reconquérir ce terrain-là, mais venir parler de confiance là dans cette situation, y compris dans le cadre de la crise sanitaire, non, ça ne passe pas. Alors, vous avez constaté cette perte de confiance. Justement, j'ai une question précise à vous poser. C'est une déformation professionnelle et j'aime bien la précision sur les faits. Quand vous dites qu'on a failli dans tel ou tel domaine, dites-moi dans quel domaine et dites-moi aussi pourquoi. Parce que c'est facile de dire vous avez failli dans tel domaine, il y a certains domaines, c'est l'expression même que vous avez employée. Oui, je peux. Dites-moi dans quel domaine. Je peux. La liste sera très longue, donc je vais vous éviter cet embarras en y allant par des axes. Et je suppose que d'autres débats sont prévus pour approfondir ces réponses. Non, mais laissez-moi répondre. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre s'il vous plaît. Donc, on commence déjà par le thème de ce soir, la formation
formation, l'éducation, l'emploi. Je considère effectivement que vous êtes en faillite sur ce sujet, mais j'aurai l'occasion un peu plus tard dans le déroulement de... Non, je vais lui citer d'autres sujets, parce que c'est ça la question. Donc, sur le thème déjà de ce soir, je considère que cette équipe est en faillite. Sur l'accompagnement du développement... La faillite, c'est des chiffres. Hein. Oui. Alors, oui. Précisez votre pensée. Quand on dit qu'une entreprise est en faillite, on démontre qu'elle est en faillite. Quand on dit qu'une politique est insuffisante, est en faillite, on en fait la démonstration par les faits. Monsieur Plénet, l'une des compétences premières de la CTG, c'est la formation professionnelle. C'est censé même être votre bâton de maréchal. Oui. Et vous êtes censé accompagner les actifs, les jeunes sur ce champ-là. Et vous êtes aujourd'hui un Guyanais qui veut rentrer en formation, qui veut accéder à une formation sur les places achetées proposées par cette équipe. Il n'y a pas accès, il ne les trouve pas. C'est invisible, c'est illisible. Vous défendez déjà l'essentiel du cœur de notre émission. Il insiste, on va lui en donner. Alors, vous n'avez encore rien dit, là. Paul, je vous écoute, mais ça, c'est un chiffre, ça veut dire zéro catalogue de formation accessible et lisible. Alors, zéro formation. Commencez à retenir ce chiffre. Non, je n'ai pas dit zéro formation, j'ai dit accessible et lisible. Et monsieur, il faut écouter la phrase. Le masque, c'est sur le nez, sur la bouche, pas sur les oreilles. Alors, juste, on va rester un petit peu encore sur la question sanitaire. Le CST, donc le Conseil scientifique territorial qui s'est réuni ce matin, préconise la réouverture des écoles la semaine prochaine. C'est prématuré ou il faut permettre la fin de l'année scolaire dans le premier degré à tout prix pour éviter que les enfants accumulent des retards dans leur apprentissage? Est-ce que c'est prématuré pour vous? Alors, Philippe Bouba, je sais que vous êtes un syndicaliste de l'éducation nationale. Peut-être que vous pouvez répondre à cette question dans un premier temps. Mais que tout le monde assume ses responsabilités. C'est-à-dire ce comité scientifique, s'il considère, et je sais aussi que partager l'AMG et la CTG sur une ouverture du 7 juin. L'AMG, on rappelle, l'Association des maires de Guyane. Eh bien, dont acte. C'est à eux, de toute façon, qui sont au pouvoir. C'est leur décision. Maintenant, il faudra simplement regarder après si ça ne va pas augmenter la propagation de cette Covid-19. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a eu un moment... une confiance qui a été donnée l'année dernière, ça a été il y a eu une motion des élus qui avait été signée par tous les grands élus de la Guyane. Et c'était aussi dans des réunions avec l'UTG, avec le Mayuri Santé Guyane, où nous sommes montés comme un seul homme, si je peux dire, montés au créneau face à l'Hexagone pour obtenir des moyens. Et notamment, il y a eu le retour parce que la France apparemment avait oublié le CHU. Et justement, nous avons poussé pour que les grands élus remettent le CHU à l'ordre du jour, mais malheureusement, on ne voit toujours rien, ou en tout cas, on ne voit pas de volonté politique. C'est pour le futur, mais pour accélérer. Qu'est-ce qu'on fait si ce CHU, ça faisait des dizaines d'années que ce CHU était dans les discussions, était même dans les cartons, voire même dans les décisions. En 2017, c'était acté. Donc on voit aussi que si on s'était bien préparé, si on avait acté notamment beaucoup de choses qui avaient été gagnées grâce au mouvement social, grâce aux personnes dans la rue 2017, on aurait pu apaiser la situation et ne pas vivre dans ce chamboulement incessant. Donc on a travaillé de concert. Il n'y a pas eu d'anticipation. Aucune anticipation, ça c'est sûr et certain. Il faut vraiment revenir sur ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc là, le 7 juin, une position a été prise. Eh bien, nous verrons comment ça se passe. Je demande simplement que de la raison, de la réflexion, et pas simplement ouvrir ou fermer pour des raisons électoralistes. J'aimerais quand même ajouter quelque chose, c'est que, et je suis un peu surpris que personne n'en parle par rapport à ce que vous dites, M. Clark, c'est que la préfecture est en train de nous dire que nous allons rouvrir les écoles en Guyane. Mais pourquoi pour le coup, ce matin, c'était le CST, le Conseil scientifique territorial, qui préconise cette réouverture. Oui, le Conseil scientifique territorial. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est que ce qui est derrière, c'est que aujourd'hui, on oublie que l'école doit instruire et éduquer nos enfants. Et on considère que les parents n'ont pas la possibilité de trouver des solutions de garde. Et donc, il faut absolument ouvrir les écoles pour envoyer les enfants à l'école et pour que nos parents puissent retrouver le monde de l'entreprise. Donc, on n'est pas en train de se poser la bonne question. Là, on est en train de régler un problème de garderie d'enfants.
sous prétexte qu'on veut réouvrir les écoles. Mais le sujet, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'enseignement, là. Et donc, on est en train de Le cautionner sujet, c'est quoi le pour fait vous? de dire que l'école, aujourd'hui, est une espèce de garderie. Et donc, pour permettre aux parents d'aller dans les entreprises, de travailler, on va ouvrir les écoles pour que les Et enfants... quel est le sujet pour vous? Oui, mais le sujet, c'est ce qu'on a déjà dit. Le Covid, c'est juste un exhausteur de goût. Les problèmes en Guyane, nous les connaissons depuis très longtemps. Monsieur Donc, est-ce que Plénet pour le disait... coup, là, c'est la santé, c'est la santé de tout d'abord. Je termine. Monsieur Plénet disait, par rapport à l'intervention de madame, qu'il n'y avait pas de chiffres qui démontraient l'échec de la CTG. Le développement économique est une compétence partagée aujourd'hui avec les EPCI. Donc, c'est une compétence de la CTG. Un des plus grands intellectuels sud-américains, qui s'appelle José Carlos Mariátegui, il disait qu'un homme politique qui n'a pas de vision en matière d'économie, en matière d'emploi, ce n'est pas un homme politique sérieux. Et je considère qu'aujourd'hui, nos responsables politiques au niveau de la CTG ne sont pas du tout sérieux. Pourquoi ? Aujourd'hui, le taux de chômage en Guyane, donc là on parle d'emploi, puisqu'un des sujets aujourd'hui c'est l'emploi. Le taux de chômage en Guyane est un des plus élevés en France. Et particulièrement chez les jeunes, plus de 50% aujourd'hui des jeunes de Guyane ne travaillent pas. Monsieur Plénet voulait un chiffre, donc je lui donne un chiffre par exemple. Nous, ce que nous proposons et ce que nous disons, c'est que notre modèle, le modèle guyanais, ce n'est pas des entreprises qui viennent de France. Alors, et qui nous vendent... Attendez, je termine. Oui, mais je ne voudrais pas vous empêcher de développer votre idée, mais on va en parler dans quelques instants. Je veux vraiment terminer non, mais le sujet il est là, c'est un sujet de fond. C'est pas juste parler Covid. Derrière le Covid, il y a des réalités économiques. Il y a des réalités en termes de formation, il y a des réalités en termes d'emploi. Donc, il ne faut pas juste aborder le Covid pour parler Covid. Il faut parler Covid pour parler de la population. Vous êtes appelé à être en responsabilité bientôt. Et là, nous avons une crise sanitaire. Donc, je vais vous poser la question quand même sur le Covid. Et notamment, depuis lundi, tous les adultes de France peuvent se faire vacciner. Au regard de notre situation ici en Guyane, il faut inciter le maximum de Guyanais à se faire vacciner ou laisser le libre choix à tout un chacun. Qui veut répondre? Moi, je peux y Allez-y, répondre. Claude Plénet. Moi, je laisse chaque individu libre de son choix, sauf que moi, à titre personnel, en tout cas au niveau de mon entourage, j'incite mes amis, mes collaborateurs, toutes les personnes à se faire vacciner. Moi, je ne suis pas médecin. On me dit que c'est la solution. Là, on a parlé de confiance tout à l'heure autour de la table. Moi, je fais confiance au monde médical, au monde de la recherche. Moi, à titre personnel, je me suis fait vacciner, je suis vacciné. Voilà. Après, ceux qui ne veulent pas prendront le temps qu'il faudra, mais je pense que la solution aujourd'hui peut passer par le vaccin. Après, je respecte le choix de chacun. Je ne critique chacun et je ne veux surtout pas couper cette population en deux, entre les bons et les mauvais, les vaccinés et les non-vaccinés. Il faut inciter la population à se faire vacciner aux personnes que l'on aime pour ne pas peut-être un jour le regretter. Après, on verra. Chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Vous souhaitez dire un mot, À partir du moment où je dis que chacun fait son choix, je n'interviens pas dans le choix de cette personne, dans sa réflexion. Si effectivement il s'agit d'adultes, je vais les considérer comme matures. Pour l'instant, je n'ai pas eu à essayer de faire propagande dans ce sens ou dans un autre, puisqu'on part du principe qu'ils sont libres de leur choix. Pour moi, ça n'appelle pas plus de réflexion que cela. Philippe Bouba. Moi, je pense que s'il y a un manque de confiance et de la défiance envers toutes ces décisions, ces indications, c'est que ce gouvernement nous a mal parlé dès le mois de mars. Masque, pas masque. Après 2020. Comment? Dès le mois de mars 2020. 2020. Et c'est que on a eu des informations contradictoires de la part des différents ministres. Donc c'est aussi quelque chose qui a dû rester dans la tête de beaucoup de personnes, en se disant que la vérité du lundi n'est plus celle du lendemain, etc. etc. Donc la question du vaccin, il faut du temps, il faut de la pédagogie, il faut expliquer à tout le monde, mais il faut aussi prendre le temps d'être conscient que on a eu les mauvaises décisions à une époque. On n'a pas été sérieux avec la Guyane. Et ça, il faut le dire et il faut insister. Donc maintenant, que les personnes qui sont à 7000 km sachent également parler à la population. Ici américain. Oui, concernant votre question, précisément sur le vaccin, nous considérons que chacun a le droit
de se faire vacciner s'il a envie de se faire vacciner, comme celui qui n'a pas envie de se faire vacciner doit avoir le droit de ne pas se faire vacciner. La loi Kouchner de 2002 consacre la liberté de se soigner après un consentement qui doit être libre et éclairé. Aujourd'hui, la question de l'information n'est pas très claire, puisque M. Plenet dit que les experts disent que non, aujourd'hui, les experts ne sont pas tous d'accord sur le vaccin. Il y a des experts qui nous disent que le vaccin aujourd'hui ne nous permet pas totalement, aujourd'hui qu'on a même la possibilité d'attraper le virus ou de transmettre le virus avec le vaccin. Donc les experts aujourd'hui ne sont pas tous d'accord. Donc je ne vais pas me dire que je suis médecin, que je vais dire que tout le monde est d'accord. Non, ce que je considère, c'est que le patient doit avoir la possibilité de se faire vacciner s'il le souhaite, ou pas, en fonction de l'information dont il dispose. Il y a une chose importante, c'est que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire que le vaccin n'est pas l'antidote. Le vaccin ne vous protège pas contre la Covid. Non, mais vous avez dit que les experts disent que c'est la solution. C'est ce que vous avez dit. Oui, la majorité des experts. Mais ce n'est pas tous les experts, donc il ne faut pas dire que tous les experts disent la même chose. Quand il y a une majorité qui se dégage, et une large majorité, on l'écoute. Et il y a une petite minorité. Là, tout à l'heure, je l'ai dit, chacun est libre de faire son choix. Moi, je ne fais pas de la propagande pour la vaccination ou contre la vaccination. Je dis que chacun est libre de faire son choix. Mais il n'est pas normal de vouloir cloisonner les Guyanais, les bons et les mauvais d'un côté. C'est-à-dire les vaccinés et les non-vaccinés. C'est-à-dire que moi, je respecte tout à fait le choix de quelqu'un qui ne souhaite pas encore se faire vacciner. C'est tout. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la large majorité des médecins, des scientifiques disent que c'est la solution. Alors, c'est pas vrai, M. Plenet. La large majorité des scientifiques ne disent pas ça. Arrêtez 2 minutes. Vous savez, j'ai un gros c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un débat au sein de la communauté scientifique sur le vaccin. Donc, on ne peut pas dire que la majorité des scientifiques disent que le vaccin est la solution. Nous allons aborder effectivement le cœur de cette émission. CTG 2021. La position est extrêmement claire, M. Plenet. Chacun a le droit de se faire vacciner ou pas en fonction de l'information dont il dispose. Très bien, merci. Un antidote, pardon, M. Clark, un antidote qui aurait pu être utilisé, c'était simplement appliquer les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui étaient testées, isolées pour protéger. Et ça n'a pas été fait. Alors, vous étiez un petit peu hésitant pour aborder ce chapitre. Nous allons le clore effectivement sur la crise sanitaire et donc aborder les autres thèmes de cette émission. Je rappelle que nous sommes sur Guyane la Première et c'est le deuxième débat radio spécial élection territoriale 2021. Autour de la table, Mme Karen Cresson-Ibris, tête de section sur la Grande Couronne pour la liste Guyane, menée par Jean-Paul Ferreira. Jessie Américain, chef de file de la liste Changer d'air. Claude Plenet, à la tête de la section de la Petite Couronne pour la liste Unie et engagée pour notre territoire, conduite par Rodolphe Alexandre. Et Philippe Bouba, qui mène la section de la Petite Couronne pour la liste de Gabriel Serville, Guyane Contrée, pour avancer. Alors, Claude Plenet, je rappelle que vous êtes en charge de l'éducation, de l'apprentissage de la formation professionnelle à la CTG jusqu'à maintenant. Quel est le bilan que vous tirez de votre délégation ? C'est un bilan globalement positif, contrairement à ce que l'on peut dire, sauf à m'en faire la démonstration que ce n'est pas le cas. Avant de répondre à ces questions, il est important de poser le sujet. L'éducation, c'est 85 000 élèves inscrits dans le premier et le second degré, c'est-à-dire pratiquement de la maternelle jusqu'au lycée. 85 000. C'est un tiers de la population. Si on estime que la Guyane, c'est 300 000 habitants, c'est un tiers de la population. Quand vous croisez 3 personnes dans la rue, il y a une personne scolarisée. Et je dis bien scolarisée, je ne parle même pas des jeunes au-delà des 18 ans qui sont sortis du système scolaire. C'est plus que la ville capitale de Cayenne. C'est plus que Rémy-Montjoly et Matoury, c'est-à-dire la Petite Couronne. Donc, il faut bien comprendre que c'est un chantier énorme. C'est un taux de croissance de pratiquement 4% par an. Donc, nous courons tous les ans après des groupes scolaires pour les mairies. Pour les collèges et les lycées concernant la CTG, nous avons un retard incroyable à rattraper. Par exemple, moi, mon homologue en Martinique, Mme Sansouten, elle ferme des classes. Nous ouvrons des collèges, des lycées, des groupes scolaires tous les ans. Aucun département de France, aucune région de France ne connaît cette problématique. Donc, il faut bien, avant même d'aborder un sujet,
pouvoir le poser. Un collège, comme un lycée, hein, c'est à peu près entre 50 et 60 millions d'euros. Il faut arriver à dégager cette dotation pour pouvoir construire des collèges et des lycées. Un certain nombre de collèges et de lycées... Vous avez oublié un chiffre. Oui. Vous avez parlé du nombre des 85 000 qui étaient scolarisés, Oui. mais vous avez oublié ceux qui étaient sortis, mais vous n'avez pas évoqué le chiffre de tous ceux qui ne peuvent pas rentrer faute d'établissement. Justement. Oui, bien sûr. Vous nous Oui, le donnez aussi. Quand vous posez le Je peux complètement. vous regarder dans les yeux en vous disant qu'on en a aussi pratiquement 17 000 qui sont... C'est juste pour être complet, puisque vous souhaitez être précis, il faut donner ce chiffre-là. Je vous dis que j'ai l'art de la précision. Faute d'action, faute d'école. Oui, faute d'école. Mais est-ce que cette problématique est liée à la CTG? Est-ce que c'est en 6 ans qu'on observe cette Je vous laisse finir de poser votre cadre. C'est un complément d'information. Voilà. Je vais y revenir après. Je peux parler aussi des jeunes qui arrivent aussi dans le cadre de l'immigration, qui n'ont pas la maîtrise de la langue et tout ça, et qui ne trouvent pas de place aussi à l'école. Je peux vous parler aussi du décrochage scolaire, des 17 000 élèves qui ont entre 18 ans et 24 ans, qui ne sont pas scolarisés et qui sont dans la nature, qui n'ont aucun diplôme, aucune formation. Je peux vous parler de tout ça. Je peux vous parler des jeunes qui sont formés au niveau du CFA. Donc vous avez posé le cadre avec le PNED, vous parlez de finances. Une enveloppe de 400 millions d'euros est dédiée aux constructions scolaires par la CTG. Pas moins de 8 chantiers sont prévus au cours des prochains mois. Donc, il y en a quelques-uns à Saint-Georges, à Maripasoula, surtout pratiquement à Talouenne, sur tout le territoire, à Monsigny, à Rémière-Montjoly. Moi, la question concrète que je vous pose, c'est pendant la mandature, qu'est-ce qui a été réalisé concrètement en termes de construction scolaire, en termes de collèges et de lycées? Alors, en termes de collèges et des lycées, nous avons pratiquement 5 collèges, 5 lycées qui sont en cours, qui vont sortir. On ne parle pas de ce qui est en cours, de ce qui a été fait pendant la mandature. Ce qui a été fait dans la mandature. Alors, tout le monde rigole autour de la table, sauf que c'est quand on a le manche. Ah bon, d'accord, parce que ce n'est pas un sujet qui est rigolo. Aucun lycée en 11 ans. Oui. Aucun lycée construit en 11 ans. D'accord, on parle de la mandature, hein, donc en 11 ans. C'est la même chose. Voilà. Alors, il faut aucun collège? Non, j'ai dit aucun lycée. Et collège? Pas assez. Ah, mais soyez précis, combien? Pas assez. Ah ben pas assez, c'est pas assez. Vous n'avez pas cité le nombre de personnes par entrée à l'école. Non, parce que les autres doivent être précis. Non, mais M. Plénez, vous avez sorti quel collège pendant votre mandature? Monsieur Plénez, vous avez sorti quel collège pendant votre mandature? Monsieur américain. Non, je pose une question. Justement, je vous réponds. D'accord. La question, je vous renvoie à la question. Est-ce qu'il y a des constructions de collèges? Parce qu'on parle de la compétence de la CTG. Oui. La CTG a la compétence des collèges depuis 2015. Avant 2015, est-ce qu'on a eu des constructions? Ou de lycée. Soyons précis. Vous avez sorti quel collège et quel lycée pendant vos mandatures? Alors, nous n'avons pas sorti de lycée, nous n'avons pas sorti de collège, mais tout ça est en cours. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Non, mais monsieur Plénez, il ne faut pas parler de ce que vous allez faire. Il faut parler de ce qui a été fait parce que vous sortez d'une mandature de 6 ans. Et le président sortant était également président du conseil régional qui avait déjà la compétence en matière de construction de lycées. Oui, monsieur donc vous avez dit... C'est un exercice très facile. Non, je vous ai laissé parler. Vous avez dit dans votre intervention qu'effectivement, il y a 85 000 enfants qui sont scolarisés, soit un tiers de la population. Bien sûr. Et vous avez aussi dit qu'un groupe scolaire sortait une fois par an chez nous. Sauf que vous n'avez pas sorti d'établissement scolaire pendant votre mandature. Donc vous ne pouvez pas venir nous dire que votre bilan est positif. Autre sujet, vous avez effectivement évoqué les 17 000 enfants qui ne sont pas scolarisés en Guyane. Non, qui sont hors système scolaire, qui n'ont plus l'âge d'être scolarisés. Non, je parle des enfants. Je parle des enfants. Excusez-moi, parce que monsieur on voit bien que vous êtes, ne pas avoir compris. On voit bien que vous êtes déconnecté de la théorie. Non, monsieur Plénez, aujourd'hui, en Guyane, il y a 17 000 enfants de 3 à 16 ans qui ne sont pas scolarisés. Vous êtes déconnecté de la réalité. Qui ne sont pas sortis du système scolaire. C'est des personnes qui ne sont pas dans le système. De 3 à 16 ans. Est-ce que c'est la CTG 3 enfants. Est-ce que 3 ans, c'est la CTG? Non, mais 16 ans, c'est pas le collège, monsieur Plénez. Écoutez, 16 ans, c'est pas le collège. Madame, messieurs, ne parlez pas tous en même temps, sinon votre message aura du mal à passer. 11 ans, 12 ans, mais non, mais quand on est dans la mauvaise foi, on n'a pas dit que c'était 3 ans uniquement. Monsieur Jesse Américain dit 3 ans à 16 ans. La part qui vous concerne, donc le collège, le lycée, ça vous concerne. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je suis rodé à cet exercice. Non. Je suis rodé à cet exercice. Je m'attendais à ce moment.
et je l'affronte avec Il n'y a rien à affronter, mais juste un peu admettre quand même un petit peu d'honnêteté Je savais très bien que sur ce sujet... Monsieur Plenel, pour nous, ce n'est pas un exercice, c'est la réalité des familles de Guyane. Il ne s'agit pas d'exercice. Derrière les chiffres, ce sont des familles, ce sont des personnes. On rentre en moyenne au collège à 11 ans. Donc si vous voulez exclure les 3 à 10 ans, tant pis, on peut le faire. Prenons les 11-16 ans qui ne trouvent pas de place, monsieur. Mais c'est votre seul axe. C'est l'axe que vous avez choisi. Et quand vous avez choisi cet axe, vous avez choisi sans concertation en plus, mais c'est un fait. Mais on le sait, c'est ce qu'on appelle la chasse, c'est la meute. Non, monsieur, ce n'est pas la meute. Alors, ça, c'est le phénomène de bande-annonce. Quand on est fatigué des bandes-annonces, vous savez, les pubs avant le film, nous sommes fatigués des belles annonces de l'équipe en place depuis 11 ans qui nous annonce qu'elle va faire. Elle nous fait acheter un ticket de cinéma, vous savez, et puis vous avez au début du film les bandes-annonces. Nous allons faire. Et puis quand on arrive à la fin de l'heure, on se réveille, on galope pour dire ah ben ça y est, c'est en cours, on va faire ci, on va faire ça, que ce soit en pédagogie, que ce soit dans les murs, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans la prise en charge, et puis à la fin de l'heure on vous dit remettez une pièce dans la machine pour voir la suite du film que vous n'avez pas encore vu finalement. C'est ça l'effet bande-annonce, vous savez, la pub, j'appelle ça. Donc, et on va voir dans tout ce que vous allez développer pendant tout le reste de l'émission, qu'on sera encore dans ce phénomène de bande-annonce. Vous direz aux gens, faites-nous confiance, c'est un travail colossal que nous avons entamé, mais là pareil, je n'ai pas de chiffre sur le colossal, parce que colossal, ce n'est pas à moitié, c'est vraiment énorme le mot colossal. Et il n'y a aucun chiffre que vous pourrez nous montrer ce soir de colossal, monsieur. Karine Cresson, est-ce que si demain Jean-Paul Ferrat est au pouvoir, il pourra faire différemment ? Mais ce n'est pas il pourra faire, il le fera, parce que nous sommes déjà dans une logique différente. Monsieur, j'ai pris le temps effectivement d'écouter depuis le début, j'ai été un peu plus en retrait. Le fonctionnement de cette équipe, c'est un fonctionnement en mode budget et pas en mode besoin. Monsieur Ferreira a choisi de fonctionner en mode besoin. Quels sont les besoins du territoire ? Et pas uniquement le littoral, mais du territoire. Quand cette équipe nous dit ouais, c'est colossal, on n'a rien sorti, les 17 000 ou les 15 000 ou les 8 000, quel que soit le chiffre que vous voudrez, c'est toujours une personne de trop qui n'accède pas à une classe, et c'est toujours un jeune ou une génération de jeunes sacrifiés faute de réactivité, parce qu'on aura fait, puisqu'on a dit gouverner c'est choisir, c'est prendre des décisions, et là vous avez choisi de sacrifier des jeunes au profit de votre budget. Et ça, monsieur, je ne suis désolé, il n'y a pas matière à en être fier. Et M. Ferreira, effectivement, il s'inscrit dans une autre logique, dans une logique de besoin. Et si, effectivement, il faut aller chercher du budget ailleurs, on ira le chercher ailleurs. C'est bien la question que je vais vous poser, parce qu'il faut quand même avoir des moyens financiers pour réaliser. Oui, c'est une question de posture, parce que le mot a été évoqué au début de l'émission. C'est une différence notable de posture. Ça prouve bien la différence entre nous, c'est que c'est le budget qui commande les besoins. Alors, je ne sais pas où vous prenez vos leçons d'économie, mais c'est le budget qui commande le besoin. M. Bouba a parlé de l'homme, nous, l'homme aussi est aussi au centre. À titre individuel, et nous ne sommes pas c'est votre salaire qui commande votre train de vie. Nous ne sommes pas hors sol ni déconnectés de la réalité. Vous pouvez rêver tant que vous voulez, c'est votre salaire qui commande votre train de vie. Donc c'est le budget qui commande quelque part vos besoins. Vous pouvez avoir tous les besoins. Quel était votre budget formation pour 2019-2020 ? Vous pouvez avoir tous les... Mais attendez, vous pouvez avoir tous les besoins qu'il faut si vous n'avez pas les finances qu'il faut. Et c'est aussi la problématique de la Guyane. Et vous savez bien qu'on ne construit pas un lycée ou un collège d'un claquement de doigts. Vous avez les marchés publics avec des délais complètement... Et on va aller chercher cet argent. On ne reste pas assis sur son rôti à dire on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Tant pis pour les jeunes qui sont sacrifiés. À quel moment vous avez vu le président assis sur ses lauriers en disant qu'on n'a pas l'argent, qu'on a pleuré, en pleurer ? Ça fait 11 ans qu'on le voit. Nous avons, et il faut tenir compte de cela, construit quelque part. On a décidé de créer la collectivité territoriale de Guyane. Il fallait quelque part qu'on travaille aussi sur cette fusion. Ça a pris un certain temps. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble des agents de la collectivité pour le travail qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant. Parce que c'est ensemble que nous avons pu faire ce que nous avons fait. Échec encore. Alors, vous dites échec, vous allez leur dire ça, parce que c'est un travail colossal qui a été réalisé au quotidien par les agents sur l'ensemble du territoire de la Guyane. Et je peux vous dire que plus que des agents territoriaux, ce sont des missionnaires que nous avons au niveau de la collectivité. Ce ne sont pas sur les salariés que nous crachons. Attendez, monsieur Américain, parce qu'il me parle d'aller dire aux agents de la CTG. Vous avez dit qu'ils n'ont rien fait. Non, monsieur, ne déformez pas. Non seulement vous avez un problème d'oreille et de mauvaise foi, mais là, ça devient pathologique, il faut soigner ça, monsieur. Donc, il ne s'agit pas d'un problème d'agent, mais de méthode de réussite de la fusion.
nous ne sommes pas en train de mettre en cause les salariés. Ils sont les premiers à s'en plaindre, une partie qui sont en souffrance. Donc, prenons un exemple très concret. Vous avez hérité de compétences de l'ex-conseil général et il y avait effectivement les compétences du conseil général. Il fallait marier les deux. La région était beaucoup plus orientée stratégie et le conseil général était sur de l'opérationnel plus de proximité. Aujourd'hui, qu'avez-vous fait de tous ces services de proximité? Soit ils tombent en désuétude, soit ils sont abandonnés, soit ils sont peu ou pas traités. Et ce sont ces problèmes de proximité dont nous avons encore le plus besoin en cette période justement de crise sanitaire dont on parlait quand on parle des communes, un peu plus de l'intérieur. Vous allez me dire que ça aussi c'est une réussite? Les fameuses unités territoriales? C'est une réussite. Je suis américain. Soyons honnêtes, monsieur. Je vais passer la parole à Flébouba parce que ça fait un moment qu'il a demandé et après vous aurez la parole sur le sujet en question. Allez-y, Flébouba. Nous, le message qu'on souhaite annoncer avec Guyane Contrée pour avancer, c'est que le bilan, il est globalement négatif. Sur le plan de l'éducation. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, je pense qu'on pourra mettre la même note pour l'ensemble des compétences de la CTG. Alors l'éducation est pour nous la base du progrès et de l'évolution de toute société humaine. C'est pour ça que l'école est la garantie de notre avenir. Alors même question pour Mme Christine Brice. Si demain matin Gabriel Serville est au pouvoir, comment va-t-il faire pour faire différemment ou autrement? Alors notamment, il faut augmenter la dotation de la CTG. Il faut également revoir la fiscalité et également un troisième axe qui pour nous est un préalable et qui est important, c'est l'évolution statutaire, l'amélioration. Il faut qu'on ait également beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de pouvoir sur notre territoire pour pouvoir justement travailler avec efficacité et efficience sur les différentes compétences que nous avons actuelles et que nous pourrons gagner par le futur. Il est important que l'école soit au centre. Et pour nous, elle est au centre de nos préoccupations, au même titre que l'humain. Tout simplement parce que l'humain, c'est l'école, l'humain, c'est également l'habitation, l'humain, c'est la santé. Et je pourrais développer là-dessus. Nous devons être capables de former des hommes et des femmes qui vont assurer les responsabilités prochaines sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique de notre territoire. Et moi, je voulais axer notamment sur le manque de construction scolaire, on s'en doute bien, tout simplement parce qu'un élève, sa place est dans une salle de classe. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas à la rue. Et ce que la CTG a décidé, et également l'exécutif actuel, et nous prenions donc les 11 ans, puisqu'on ne va pas juger sur un an par rapport à la Covid, on est sur 11 ans et sur l'ensemble de son œuvre. C'est que, tout simplement, on a voulu, au lieu de monter des murs, on a voulu les pousser. On a entassé les jeunes dans des établissements scolaires. On a créé des lycées polyvalents, alors qu'il aurait fallu avoir des lycées généraux et technologiques. Je me pose la question, à Matoury, 35 000 habitants, pourquoi il n'y a pas de lycée général, alors que dans l'Hexagone, chaque commune de 35 000 a son propre lycée. Le lycée Balata était prévu pour 600 élèves. Actuellement, on est plus de 1200. Le lycée polyvalent, on a rajouté 2 bâtiments pour pouvoir accueillir tous ces jeunes, mais tout le monde sait qu'il y a des grosses difficultés. Je prends Balata, je peux prendre d'autres établissements de Cayenne, mais également sur l'Ouest, et je peux continuer. Je pense que le bilan, il est globalement, voire certainement extrêmement négatif. Mais comme je fais preuve de bienveillance, je reste sur le thème sur globalement. J'essaie américain tout d'abord. Vous êtes donc le chef de fédéraliste Guyane, chargé d'air, pardon. Et j'imagine que vous avez déjà une stratégie en la matière. Exactement, puisque Monsieur Plénet disait que c'est le budget qui commande le besoin. Chez nous, pas du tout. Ce qui commande le besoin, c'est la vision politique. Et c'est l'objectif qu'on se donne en matière de formation de notre jeunesse. Nous, notre objectif est très simple. C'est de donner la chance, donner la même possibilité à tous les enfants de notre territoire de réussir. Et pour réussir, ça passe par la construction de collèges et de lycées. C'est du basique. Aujourd'hui, il faut savoir que dans un collège... Avec quels moyens financiers ? Il faut savoir que dans un collège, en moyenne au niveau national, il y a 502 élèves au niveau national. En Guyane, par exemple, au collège Holder, il y a 1200 élèves. Ce n'est pas des usines, les établissements scolaires. C'est des établissements d'enseignement. Et aujourd'hui, on nous parle d'argent, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il me semble qu'avec les accords de Guyane, il a été acté
50 millions par an pour la construction de collèges et de lycées. Pendant 5 ans, soit 250 millions. Soit 250 millions d'euros. Donc, on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. À quel moment, je peux répondre? Alors, à quel moment j'ai dit qu'il n'y avait pas d'argent? À aucun moment je n'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez dit que le budget commande le besoin, monsieur Plenel, je vous cite. Alors, est-ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de budget? Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'argent. L'argent aujourd'hui est mis sur des constructions nouvelles, de collèges, de lycées, qui sont déjà en chantier, en cours. Les premières pierres ont déjà été déposées. Non, mais monsieur, si vous avez besoin de 11 ans pour poser une première pierre, c'est qu'il y a un problème. Alors, il y a une chose aussi que vous ne tenez pas compte. C'est les extensions qui ont eu lieu dans les collèges, dans les lycées. Par exemple, à côté même, à Lama Prévost, il y a des extensions de classes, 11 classes supplémentaires. À Damas, c'est pareil. Nous avons l'externat qui est en construction. Si on doit mettre bout à bout tout ça, nous avons construit pratiquement un collège et un lycée. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de construction nouvelle, mais des classes supplémentaires ont été créées. Et quand ce n'était pas possible, nous avons fait même l'impossible en créant très rapidement un certain nombre de classes supplémentaires. Donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas eu de construction. Il y a eu des places supplémentaires. L'important aujourd'hui, c'est que les élèves trouvent une place à l'école. C'est ça l'important. Monsieur voilà. Plenel, ce sont des préfabriqués qui ont été construits. Oui. Non, vous avez construit quel collège et quel lycée, monsieur Plenel? L'important, c'est que les enfants soient à l'école. Et puis, il y a un phénomène aussi, il ne faudra pas tourner autour du pot. C'est que nous avons un flux aujourd'hui qui n'est pas géré. Nous avons une population qui arrive aussi. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler. Quand on parle d'éducation, il faut savoir parler aussi de ça et oser aussi parler de ça. Parce que nous construisons aussi des écoles, des collèges, et je vais poser la question aussi à un certain nombre d'élus de collectivités, de mairies et tout ça. Nous sommes confrontés aussi à ça. Alors, on parle... Récemment encore, les squats ont fait l'objet de l'actualité. Mais tous les enfants qui sont dans les squats sont scolarisés. Je vous invite à y aller et vous verrez qu'ils sont tous scolarisés. Et ça pèse aussi sur le budget. Donc je vous dis qu'il faut avoir un discours réaliste à un certain moment, qu'on arrive, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'on arrive à construire ce pays en confiance. Mais le problème, c'est que si on continue comme ça, c'est pas nous qui allons gagner. Le discours et je le dis réaliste, en toute franchise. c'est de s'apercevoir, par exemple, le lien emploi, formation, développement économique, il y a une interdépendance. Et quand on assiste à un raisonnement en silo, à une ambition réduite à ça, j'ai mon budget, je gère, pépèrement, comme ça. Et quand on se rend compte, par exemple, que le lycée de Maripa Soula, là, qui est lancé, Saint-Georges, et qu'on se rend compte que... Cité scolaire à Saint-Georges. Cité scolaire, lycée, collège, internat. Tous les établissements seront dotés d'un internat. J'aimerais bien, effectivement, que M. Plenel, qui est féru de chiffres, nous dise combien de personnes de Saint-Georges, des personnes de ces bassins, les 10 bassins de Saint-Georges et Maripa Soula sont concernés, ont été accompagnés par la CTG en termes de formation professionnelle pour intégrer les emplois générés par ces chantiers. Parce que les deux compétences vous reviennent. Vous mettez le doigt sur le sujet. Oui, vous savez, le problème de la Guyane, et ça va peut-être vous choquer ce que je veux dire, le problème de la Guyane, le sujet, c'est l'emploi. La problématique de la Guyane, c'est l'emploi. Former les hommes, à la rigueur, je vous dirais que c'est ce qu'il y a de plus facile. Il suffit d'avoir une occasion. Là, vous aviez une occasion. Non, vous ne l'avez pas saisie. Vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer. Parce qu'on voit bien que vous êtes déconnecté du terrain. Alors, je vous invite justement pour votre information, je travaille à Pôle emploi, monsieur. Justement, combien d'emplois vous créez? Donc là, vous êtes mal placé pour me dire que je suis déconnecté de l'emploi. J'ai pas osé aller sur ce terrain. C'est pour ça que je vous dis. Je n'ai pas osé aller sur ce terrain. Mais l'emploi, on peut en parler. C'est pas une question de formation. Pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Madame, est-ce que je peux m'exprimer 2 secondes? Je vous invite à rencontrer les différents présidents des CFA, les centres de formation des apprentis, les différents centres de formation. Vous allez voir qu'on forme les hommes sur ces territoires. Au niveau de la CTG, nous formons des hommes. La question était précise. Vous voulez que je prenne un exemple précis? Nous formons par exemple des coiffeurs. Je vous ai posé une question précise. Maripa Soula à Saint-Georges, vous gérez 2 chantiers. Qu'avez-vous mis en place comme formation, puisque c'est aussi votre compétence, pour accompagner une clause d'insertion. public. Nous avons une clause d'insertion sur ces marchés-là. Donc il y a des chantiers écoles qui ont mis en place sur les marchés. Non, c'est pas un chantier école, c'est pas la même chose. Non, c'est pas un chantier école. Nous avons des clauses d'insertion dans les marchés publics que nous faisons. Donc ça veut dire que les grosses entreprises qui obtiennent ces marchés ont l'obligation de faire comme à Maripa Soula, ont l'obligation de prendre un certain nombre de jeunes du territoire pour les faire travailler au niveau du BTP. Et
c'est là où intervient votre responsabilité après, c'est de créer l'emploi après. Parce qu'une fois que le chantier est terminé, il faut bien pouvoir travailler. Et je vous invite... Pôle emploi ne crée pas d'emploi, monsieur. Alors, avant d'aborder la question de l'emploi... J'aimerais bien qu'on Ça n'existe pas. parle de politique. C'est pas sa C'est mission. vous qui êtes venu sur ce Mais terrain. toutefois, C'est pas avant sa d'aborder mission. la Non, question votre de mission, c'est la l'emploi... formation et Vous le êtes- développement économique. Alors, attendez. Et c'est bien pour vous Je- montrer que le alors, Pépé, si vous raisonnement permettez, est vraiment avant d'aborder la limité question de et le l'emploi, manque d'ambition. je voulais quand même rebondir pour vous demander, est-ce que aujourd'hui les filières de formation professionnelle La sont posture en politique. adéquation avec la réalité du terrain? Exactement, puisque... On est là-dedans. Non, M. Plénette a parlé d'emploi, j'en parlais tout au début de l'émission, quand je disais qu'aujourd'hui, en termes d'emploi, puisqu'on parle d'emploi, le taux de chômage en Guyane est un des plus élevés au niveau de la France. Plus de 50% de nos jeunes ne travaillent pas aujourd'hui, et ça, c'est un échec. Pour nous, le modèle, puisqu'il faut parler de modèle, à un moment donné, il faut parler de politique, il faut parler des petits chiffres, ça, c'est bien, mais à un moment donné, il faut parler sérieusement de politique. Et parler de politique, c'est d'avoir une vision sur l'emploi et sur le développement économique. Notre vision en matière d'emploi et de développement économique est très simple. Pour nous, le modèle guyanais, ce n'est pas un modèle où nous avons 750 entreprises, où nous avons des entreprises qui vont arriver pour nous vendre 750 emplois. Pour nous, notre modèle, c'est des centaines d'entrepreneurs locaux qui vont créer 5, 10, 15 emplois dans des secteurs qui sont porteurs. Nous avons identifié 8 secteurs d'activité qu'il faut développer prioritairement. Pour nous, le premier secteur, rapidement, je vais citer rapidement les 8 secteurs d'activité. Je vais citer rapidement les 8 secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est l'agriculture, puisqu'il faut être autonome au niveau alimentaire. Le deuxième secteur d'activité, c'est la pêche et l'aquaculture. Le troisième secteur d'activité, c'est l'agroalimentaire. Le quatrième secteur d'activité, c'est le tourisme, la gestion des déchets, le bois, le BTP et la culture. Donc, quand on parle d'emploi, il faut parler de secteur d'activité parce que le jeune, quand il va intégrer un cursus de formation, il faut qu'au final, il ait un travail à la sortie du cursus de formation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons des formations qui ne sont pas du tout en adéquation avec une vision en matière de développement de l'emploi, en matière de développement des entreprises. Avant de venir ici, je lisais le programme de performance 2021-2022 de la CTG. Et dans ce programme, je vois que nous sommes sur les mêmes filières qu'il y a 20 ans. Pas de projet de compétences et de type de professionnels sur le tourisme, par exemple. Aucune information sur la gestion des déchets. Gros sujet réglementaire. Et donc, on voit qu'il n'y a aucune adéquation entre la politique en matière d'emploi et la formation professionnelle. Donc, forcément, ça donne des jeunes qui sortent du cursus professionnel et qui sortent du cursus scolaire sans aucun diplôme. Donc, quand il n'y a pas d'adéquation entre la politique et la formation, ça donne plus de 50% de chômage chez nos jeunes. Philippe Bouba? Oui. Tout simplement, trop de jeunes ne sont ni sur les bancs de l'école, ni en formation, ni salariés. Vous avez 8000 personnes qui attendent. Attendent de quoi? Un destin. Attendent un emploi. Ce sont des personnes qui veulent travailler, veulent investir, s'investir pour notre territoire. Mais on se rend compte que c'est le système scolaire qui les a abandonnés et qui, en tout cas, ne les a pas correctement accompagnés. Plus de 19% de chômeurs en Guyane, c'est quand même un constat qui est terrible à entendre. Alors maintenant, nous, Guyane Contrée pour avancer, à la CTG, nous serons un allié des entrepreneurs, en soutenant les initiatives privées, également en promouvant les principes de l'économie sociale et solidaire, et ainsi en développant les savoir-faire locaux. Et au lieu de s'éparpiller, au lieu de perdre du temps en essayant de faire beaucoup de choses en même temps, ne pas s'éparpiller, mais enfin, en revanche, penser à 3 piliers. 3 piliers importants pour notre économie. Nous devons prendre soin: l'agriculture, la pêche et le bois. Et pour nous, ça serait une des possibilités pour pouvoir poursuivre le développement de la Guyane en respectant également, bien entendu, le développement durable, la nature et donc ainsi que l'être humain. J'ai l'impression que vous rejoignez assez avec la liste de GCA américaine sur GDR sur un certain nombre de points, un certain nombre de domaines. Allez-y, Karine, vous m'aviez posé une question tout à l'heure. Vous m'aviez posé une question tout à l'heure sur la différence de posture avec M. Jean-Paul Ferreira. La différence, c'est moi qui ai parlé de posture, notamment en termes
raisonnement par le besoin. Mais ça va plus loin. Pour ceux qui ont déjà le programme, puisqu'il est diffusé, notre projet plutôt, parce qu'il est diffusé depuis hier, ceux qui l'auront incessamment sous peu, puisque nous sommes en train de le distribuer aussi, vous constaterez qu'il est architecturé sur un triptyque, le territoire, les activités et les hommes. Parce qu'aujourd'hui, la Guyane subit un profond déséquilibre territorial en termes d'infrastructures, y compris dans le domaine de la formation. Donc notre raisonnement, c'est de travailler effectivement sur les aménagements, sur l'équilibrage du territoire, dans les différents domaines. Volontairement, je ne m'attarde pas, parce que ça fait l'objet d'autres débats, d'autres explications, mais c'est plus pour donner des clés de lecture. C'est l'équilibrage du territoire, ramener de la proximité auprès de l'ensemble des Guyanais, que ce soit à l'est, à l'ouest, et effectivement, c'est créateur d'emplois, d'activités, et c'est adapter par effet induit le système de formation. Cela veut dire une concertation avec les organismes de formation et les socioprofessionnels, les organisations Est-ce que tout patronales. ça, madame, Et ça, c'est déjà un changement de posture énorme. Est-ce que ça va permettre justement une décroissance du chômage ici en Guyane? Mais c'est l'objectif. De faire baisser le chômage. Notamment auprès des jeunes, hein, on rappelle à peu près 48% de 15-24 ans sont au chômage. J'espère bien que c'est l'objectif de tout le monde autour de cette table, de faire baisser le chômage, hein, quand même. Donc, pas seulement le faire baisser, M. Arnaque disait également qu'il faut qu'il y ait des emplois à la clé. Voilà, c'est bien de ce dont je parle. Donc l'objectif, c'est effectivement d'équilibrer en termes d'équipement, d'infrastructures, de plein de domaines, de plusieurs choses, que ce soit dans la culture, l'agriculture, enfin les différents domaines. Mais je souhaiterais vraiment que vous preniez connaissance en détail de ce projet. Mais ce que je vais expliquer surtout, c'est le mécanisme induit sur la formation. Ce n'est pas on projette un catalogue copier-coller de ce qui existe au national depuis 20 ans, je ne sais plus lequel des deux a dit ça, qui évolue petitement, voilà, bon an, mal an. C'est vraiment prendre le pouls avec les entreprises, le marché, et les organismes de formation qui ont des choses à nous dire. Aujourd'hui, quand vous regardez, quand vous analysez les chiffres, que ce soit le besoin de main-d'œuvre, le besoin de main-d'œuvre qui sont plutôt des données à valeur courte, sur une courte durée, puis on a d'autres données de type INSEE beaucoup plus structurelles, on s'aperçoit que les besoins sont plutôt portés sur de la faible qualification. Or, les employeurs demandent justement de la qualification. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le système ne produit pas la qualification nécessaire au développement économique. La pensée donc ne doit pas se limiter purement à la formation. C'est vraiment prendre le problème dans son ensemble, et le développement économique, et l'aménagement, et l'épanouissement de l'homme dans tout ça. J'imagine. Il y a une différence notable. Claude Pénètre doit s'inscrire en faux quand vous disiez qu'il y avait un catalogue de formations professionnelles. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est une liste de formations qui n'est pas visible. La Guyane est la seule région de France qui ne diffuse pas, qui ne communique pas, pour laquelle c'est la croix et la bannière pour accéder, pour le citoyen lambda, pour accéder à cette liste de formations. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela, Claude Pénètre? De toute façon, je vois bien qu'il y a une déconnexion par rapport, c'est vrai, encore une fois, à la réalité. C'est qu'on a des jeunes qui sont formés. Je suis bien placé pour le dire. Vous savez, on reçoit une trentaine de demandes d'emploi par semaine, et ça, je peux le démontrer, par semaine, de jeunes qui font des demandes d'emploi, soit à la CTG, soit dans les différentes mairies. Ces jeunes, souvent, annexent à leur demande d'emploi, de motivation, leur lettre de motivation, un CV. Et sur leur CV, souvent, ils ont des diplômes, ils ont des formations qu'il faut, sauf qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Ils ne trouvent pas d'emploi par rapport au tissu économique. Alors, on a un souci, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a une croissance démographique qui va beaucoup plus vite que la croissance économique. Donc, on a cette équation-là aussi à régler. C'est pas aussi évident que ça. Alors, effectivement, quand on est candidat à une élection, on passe son temps effectivement à critiquer ce que l'autre n'a pas fait, mais sauf qu'il faut à un certain moment présenter son programme et dire ce que l'on aurait fait autrement et arriver à démontrer et à convaincre les électeurs de cet état de fait. La formation... Alors pour la prochaine mandature, qu'est-ce que vous avez proposé de concret? La formation en Guyane. Vous savez, on met en place, je prends un exemple simple, on met en place une formation de coiffeur.
ces jeunes sortent de leur formation et se retrouvent sur le marché de l'emploi. Ils vont chercher un emploi. Ils ne vont pas trouver parce que le marché lui-même est saturé. Et je vais vous prendre des exemples comme ça. Sur le BTP, c'est pareil. Nous avons créé à un certain moment et nous avons accompagné des jeunes et dans le Cantal pour la formation sur la fibre optique. Ils étaient plus d'une quinzaine à être partis en formation. Quand ils sont retournés, ils ont eu des contrats à durée indéterminée. Satisfaction de la CTG. On s'est dit, tiens, on va accompagner une deuxième vague. Le marché était saturé. Nous avons cette problématique. Nous avons un marché quand même très étroit sur le tissu économique, sur le développement économique. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut agir. Alors, quand on dit que 50% des jeunes sont au chômage, oui, c'est vrai, c'est un constat, c'est les chiffres incontestables. Mais n'empêche qu'ils ne sont pas tous... ils ont été formés pour la grande majorité. Non. Ils ont une formation. Ils ont une formation. C'est faux. Donc, alors ça veut dire qu'on a affaire à quel type de jeunes? Des jeunes qui n'ont jamais été à l'école. Des jeunes qui n'ont jamais eu de formation. C'est ce que vous essayez de nous dire. 50% ne sont pas formés. Ils ne sont pas tous formés. Si vous comptez former comme quelqu'un qui est sorti en 4e, en 5e, excusez-moi, mais vous savez très bien que cette personne, elle sera forcément en difficulté sur le marché du travail. Ce n'est pas en formant 20 techniciens en fibre optique, effectivement, que l'on considérera qu'on a réglé le problème. Et quand vous dites que le marché du BTP est saturé, je vous cite, je m'inscris en faux. Il y a un CEP BTP qui s'est tenu en 2020. C'est totalement le contraire qui est dit. Ce sont les professionnels. C'est l'OPCO, l'organisme paritaire. L'organisme paritaire, bien sûr. Mais ce sont des choses, ce sont des données accessibles, qui sont publiques pourtant. Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça. Alors ça veut dire que tous les jeunes qui sont formés au lycée Balata, dans le milieu du BTP, trouvent un emploi? Non, c'est vous qui raisonnez de façon binaire, tout noir ou tout blanc. Vous me dites qu'il y a de l'emploi. Donc alors dites-moi, tous les jeunes qui sont... Il y a de l'emploi dans le BTP. Alors tous ceux qui sont du lycée Balata, dans les différentes formations du BTP, de la menuiserie aluminium, trouvent de l'emploi. Ce n'est pas ce que je vous dis. On est en train de s'installer dans un dialogue. Non, vous me dites qu'il y a de l'emploi au niveau du BTP. Tous ne sont pas formés. Une grande part est sous-qualifiée. Alors les jeunes qui sortent du lycée Balata ne sont pas formés, c'est ce que vous voulez me faire Parce qu'il n'y a que le lycée de Balata. Non, mais je prends cet exemple-là. Je peux parler du CFA. Une bonne partie trouve du travail, effectivement, et une autre partie, non. Philippe Bouba, n'est pas saturé. Vous m'avez dit que tous trouvent du travail. Pas du tout. Je voulais réagir en deux temps, pour déjà donner notre définition à nous de la formation professionnelle, et également de mettre sur la table une proposition et une décision. Pour nous, la formation professionnelle, c'est une des clés de l'émancipation sociale d'une personne. Ça lui permet d'avoir sa place, ça lui permet aussi d'exister dans une société. Et donc, on ne peut pas abandonner les gens sans formation. Il faut vraiment être à leur côté. Par exemple, si une personne est tombée ou si elle a trébuché, la société doit être à côté pour l'accompagner, pour la relever et former, pour nous, c'est s'élever. Malheureusement, on voit qu'il y a cette vision, en fait, à long terme, à moyen terme et à court terme, n'existe pas au sein de l'exécutif actuel. Il y a des bouchers, mais finalement, je vais dire qu'ils sont bouchés. J'ai travaillé 2 ans au Greta, du Greta West de Kourou. J'ai vu des adultes qui étaient là, qui avaient envie de réussir, qui avaient envie de s'en sortir, de s'intégrer dans le marché du travail et qui avaient beaucoup de motivation. Force est de constater, c'est que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas la vision d'après. Je suis allé récemment à Kourou, j'ai rencontré ces personnes, très peu ont trouvé un emploi et ça c'est vraiment dommageable. Une proposition, une décision, ça serait de mettre autour de la table les partenaires pour justement se dire les choses. Parce que arrêter que les personnes qui sont acteurs soient dans leur propre secteur et ne regardent pas qui est à côté. L'enseignement professionnel, le Greta, le CFA, le CNAM, le patronat, le RSMA, mais également l'INSEE. Pourquoi l'INSEE? Et d'ailleurs, notre tête de liste, Gabriel Serville, l'a si bien dit à la télévision la semaine dernière, il faut savoir combien de personnes vivent en Guyane pour avoir les bonnes dotations et pour avoir les bonnes décisions politiques. Donc ces différentes institutions, qu'elles se retrouvent autour d'une table en compagnie de la CTG pour justement réajuster les besoins, tout remettre à plat et largement monter en puissance. Encore quelques mots de GC américain, et après on va passer aux conclusions parce qu'effectivement... pour revenir sur ce que disait M. Plénet, qui disait que le marché de l'emploi était aujourd'hui saturé. C'est vrai, c'est une réalité, mais j'ai envie de dire que c'est la compétence de la CTG de développer le marché de l'emploi.
c'est de la compétence de nos responsables politiques. Et comme je l'ai dit, si on n'a pas de vision en matière d'emploi, si on n'a pas de vision en matière de développement économique, si on n'a pas la volonté politique, on va passer son temps à constater ses propres échecs. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de créer véritablement des parcours de formation, des filières de formation pour structurer des secteurs d'activité. Et il y a des moyens de le faire aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas dans une posture où on se dit qu'on va développer des secteurs d'activité et y associer des parcours de formation. Donc forcément, on va passer son temps à constater ses propres échecs. Alors, je vais revenir... si vous voulez avoir le temps pour pouvoir faire une conclusion... attendez, je vais vous dire une chose importante concernant la formation professionnelle. Nous mettons en place un certain nombre de formations, comme vous dites. Sauf que nous sommes confrontés à une chose, c'est les savoirs de base. C'est que nous avons des jeunes qui ont des difficultés à lire, à écrire, à compter. Et ça, ce n'est pas le rôle de la CTG de le faire. Mais nous le faisons quand même. Nous rajoutons des heures supplémentaires au niveau des formations pour pouvoir faire ce rattrapage. Parce que ça relève de l'éducation nationale. Mais malgré ça, ce sont des jeunes Guyanais. Et je ne parle même pas des allophones, des jeunes qui n'ont pas la maîtrise de la langue, qui arrivent sur le territoire, qui n'ont pas la maîtrise de la langue. Merci. Et qui, malgré ça, si je vais vous laisser du temps pour faire votre formation professionnelle. Il faut qu'on arrête maintenant. Merci beaucoup. CTG 2021. Alors, pour cette conclusion, vous avez à peu près 1 minute. J'essaie américain pour la faire en vous adressant à vos électeurs. Allez-y. Rebonsoir à tous les électeurs de Guyane. Aujourd'hui, la Guyane est dans un carrefour où elle a la possibilité de choisir entre des personnes qui vont se battre pour ces territoires, qui vont se battre pour la dignité du peuple de Guyane, qui vont se battre avec de l'amour pour ce territoire. Et s'il faut retenir 2 seules choses sur ce que nous proposons au niveau de la liste Changidaire, la première chose, c'est la connaissance de nous-mêmes, puisque nous sommes sur un territoire que nous ne connaissons pas et nous habitons ici, sur ce territoire, avec des personnes qui ne se connaissent pas entre elles. Donc, on ne peut pas développer un pays qu'on ne connaît pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut construire un vrai modèle guyanais qui va pouvoir nous permettre de nous épanouir sur ce territoire. Merci. Claude Pénètre. Pour rester dans le thème de l'émission, donc l'éducation, la formation et l'emploi pour la jeunesse guyanaise sont au cœur des priorités de notre programme pour la prochaine mandature. Et c'était déjà le cas avant, n'en déplaise à certains. Pour preuve, les chantiers en termes de construction scolaire sont sortis de terre pour répondre à la croissance démographique. Les chantiers sont en cours. Les jeunes, les moins jeunes le savent. De 2015 à 2021, 5 lycées sont mis en chantier sur la prochaine mandature. Pas moins de 3 lycées et 6 collèges sont prévus. La liste qu'a l'honneur de conduire le candidat Rodolphe Alexandre et son équipe est à l'image de ce territoire, de l'est à l'ouest. Ce sont des hommes et des femmes issus des différents quartiers de ce territoire. Nous entendons également aussi faciliter l'accès aux études supérieures parce qu'il faut en parler, créer la passerelle entre les études supérieures et la Guyane. Il faut que nos jeunes partent se former ailleurs, mais qu'on crée les conditions du retour pour que ces jeunes viennent aussi servir leur pays. Merci monsieur. Philippe Bouba. Alors je vais faire court, simple et aucunement simpliste. Le 20 juin, important et primordial, cette date pour la Guyane. Les urnes doivent s'exprimer avec sérénité. Nous sommes convaincus, à Guyane Contrée pour avancer, que notre liste est le bon choix. Pourquoi ? Pour permettre de bâtir une société apaisée, sûre d'elle et qui croit en son avenir. Une société où tout le monde aura de l'eau potable, où tout le monde aura de l'électricité 24/24, où tout le monde vivra sous un toit décent, où tout le monde pourra obtenir une formation qualifiante, tout simplement une vie confortable et agréable. Guyane Contrée pour avancer, un objectif, hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, car elle le mérite, un langage, celui de la vérité, car nous sommes sincères, une boussole, l'humain, car il sera toujours au cœur de nos préoccupations. Enfin, pour terminer, nous voulons tout simplement servir et non se servir. Madame Karen Cresson-Ibris, allez-y pour conclure. Oui. Donc, pour nous, faute de transparence, de vision stratégique et d'ambition pour la Guyane de la part de l'équipe sortante, nous considérons qu'il y a encore beaucoup trop de limites imposées aux jeunes, à la jeunesse et aux actifs
guyanais. Et donc face à cela, nous mettons en avant une approche intégrée du développement, de la formation, en harmonie avec le développement local et territorial. Et je choisis de conclure en vous lisant quelques exemples de propositions sur notre projet, en stimulant l'accueil et le logement de la communauté éducative, prioritairement dans les communes de l'intérieur, la mise en place de formations en fonction des activités et des opportunités économiques de chaque territoire, arrêter de laisser pour compte d'autres parties du territoire, la création de pôles universitaires à Saint-Laurent-du-Maroni, Maripasoula et Saint-Georges de l'Oyapock, et d'une école d'ingénieurs labellisée à Kourou. Merci madame, merci messieurs d'avoir donc accepté notre invitation pour ce deuxième débat radio spécial élection territoriale 2021. Prochain rendez-vous sur nos antennes, c'est demain soir avec Jessie Xavier en télé pour un deuxième débat effectivement relatif à ces élections territoriales 2021. Merci aux techniciens Georges Lérade et à Stéphane à la réalisation. Merci de votre fidélité. À bientôt. Collectivité territoriale de Guyane, élection 2021.